Good Morning Business, le débat. C'est vrai, Sandra, que c'est le grand enseignement des prévisions du FMI, ce rattrapage chinois, ces perspectives. Vous vous rendez compte qu'en 2022, la Chine sera 17% au-dessus de son niveau d'avant la crise et que nous, on arrivera péniblement à combler le retard. Jean-Marc Daniel, comment vous avez lu, vous, ces résultats du FMI? Je rappelle que la chef économiste du FMI sera avec nous à 8h15. Oui, ce que je retiens de ces perspectives économiques, c'est 4 éléments. Le premier élément, c'est clairement la récession a été moins violente en 2020 que ce qui avait été craint, et la reprise pourrait être plus rigoureuse que ce qui avait été espéré. Et donc, en particulier, on pourrait avoir une croissance mondiale de 5,5% et non pas 5,3%, ce qui effectivement est un signe d'espoir. La deuxième chose, c'est que tous les discours qui sont les discours sur c'est la crise de 29, il va y avoir du sang sur les murs, vous allez voir ce que vous allez voir, 1914 était une année heureuse par rapport à ce que nous allons connaître. Tous ces discours sont absurdes parce que ce qu'analyse bien le FMI, c'est que l'origine de la crise, l'origine du ralentissement économique, c'est le choc sanitaire. Face à ça, on a répondu par des plans de relance dont l'efficacité est plus ou moins avérée, et surtout par la stratégie vaccinale. D'ailleurs, ce qu'elle dénonce, c'était important, c'est le nationalisme vaccinal, c'est-à-dire ce qui risquerait de retarder la reprise, c'est une forme de protectionnisme, non pas autour de l'échange des biens et des services, mais autour de la diffusion du vaccin. Donc, le vaccin est là, la reprise s'appuiera sur le vaccin, et plus il y aura de coopération et d'acceptation du libre-échange, mieux ça vaut. Alors, le troisième élément, c'est effectivement la répartition, les gagnants et les perdants. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que l'Europe, qui a été particulièrement secouée par la maladie, effectivement, plutôt dans les perdants. Hein, bah oui. Mais elle dit aussi que les pays en voie de développement ou les pays émergents ont été beaucoup secoués. Et que, alors que l'économie mondiale avait plutôt tendance à converger avant la pandémie, là, on va avoir de nouveau un écart qui se creuse. Et elle attire l'attention sur un certain nombre de pays qui vont être de nouveau en crise de la dette, comme dans les années 80. C'est-à-dire un certain nombre de pays africains qui ont été moins touchés par la pandémie, mais qui ont néanmoins été secoués par la situation de l'économie mondiale, vont être de nouveau en situation délicate. Et puis alors le dernier élément, c'est sur la Chine. Effectivement, la Chine a gardé une croissance positive en 2020, mais avec quand même un taux très largement inférieur aux 5,9% qui avait été anticipé. On prévoit 8,1%. Je suis moins fasciné par la Chine que beaucoup de gens. Elle le rappelle également dans son rapport, c'est que la Chine continue à avoir des problèmes de financement. C'est-à-dire que la Chine continue à avoir une croissance soutenue, mais la Chine souffre, et le FMI le rappelle, de deux choses, des inégalités et notamment une difficulté à gérer son exode rural. Il y a encore une masse rurale très importante qui ne bénéficie pas de la croissance économique et donc qui constitue un problème social. Et deuxièmement, des tensions sur son financement. Elle est juste à l'équilibre de ses paiements extérieurs. Et donc, elle voit monter en puissance des candidats à des rivaux comme le Vietnam, l'Indonésie ou l'Inde. Et donc, la Chine est un peu, à la fois, c'est bien tiré de cette affaire à l'origine de laquelle elle était, mais est quand même toujours sur le fil du rasoir. Nicolas. Alors, Jean-Marc a parfaitement résumé, je crois, l'état d'esprit de ce que dit le FMI. Je retiendrai quand même un élément supplémentaire encore par rapport à ce que dit Jean-Marc, c'est que le FMI constate que le coût pour les populations de ce qui se passe est totalement disproportionné en fonction de la qualification des gens, et que la crise que l'on vit a probablement inversé les progrès qu'on avait pu réaliser en matière de pauvreté. Et vous avez Olivier Blanchard aujourd'hui dans Les Échos qui accorde une interview absolument passionnante, je vous la recommande, où il indique que ces fameuses politiques budgétaires qu'on active dans tous les sens doivent aussi servir à amortir et à réduire les inégalités qui sont creusées par la crise et accélérées probablement par les politiques monétaires. Et l'autre élément, mais qui est un peu sous-jacent à ce que Jean-Marc a expliqué compte tenu sur la question du nationalisme vaccinal, c'est qu'au-delà du nationalisme vaccinal, la tendance au protectionnisme, elle se confirme de plus en plus. Je vais vous lire des propos et vous allez essayer de deviner qui c'est. La Chine a clairement un comportement anticoncurrentiel dans l'acier et l'aluminium. Je prévois d'aider les Américains à lutter contre les pratiques déloyales de la Chine, contre le pays qui porte préjudice à nos travailleurs. Ça pourrait être du Trump. Hein. Non, mais je sais, j'ai vu, voilà. c'est la secrétaire. Et c'est Gina Raimondo, secrétaire d'État au commerce américain. Ouais. Et donc il y a quand même, avec le truc que l'on vit aujourd'hui, promet d'être agressive envers la Chine. Elle promet d'être très agressive envers la Chine. Et en fait, on voit ressurgir, mais ça c'est, je sais pas si c'est pavlovien, mais on voit ressurgir des tentations et des réflexes un petit peu protectionnistes. Et moi, ça me rappelle un exemple très frappant
qui démontre l'inefficience du protectionnisme et même ses effets pervers. Souvenez-vous, Obama, pas Donald Trump, on est en 2009, il trouve que les pneus chinois, c'est du dumping vis-à-vis des pneus américains, donc il va décider de surtaxer les pneus chinois. Bon, très bien, il va surtaxer les pneus chinois, il va sauver 1200 emplois. Il va sauver 1200 emplois, mais ça va provoquer une perte de pouvoir d'achat d'1 milliard de dollars pour les Américains. Ça fait 900 000 euros par emploi sauvé. Ça veut dire qu'il aurait pu indemniser chaque chômeur à hauteur de 900 000 euros par an. Et sans compter que les emplois sauvés à un endroit, évidemment, ont eu tendance à en détruire à d'autres endroits. Alors pourtant, je crois, et Jean-Marc ne me contredira pas, que les effets de long terme entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas du protectionnisme sont quand même assez bien renseignés. Et pourtant, même dans la superbe Amérique de Biden démocrate, on voit que la tentation est là. Et c'est quelque chose de larvé dans ce que l'on vit, dans ce que l'on observe, notamment au travers des prévisions du FMI. C'est très intéressant et vous verrez tout à l'heure, la chef économiste du FMI, Jita Gopinath, va réagir aux propos de Joe Biden justement sur le Buy American Act et critiquer cette démarche américaine. Ah oui, je crois que le grand danger maintenant, c'est effectivement le protectionnisme. D'autant plus que les gens n'hésitent plus. Quand Attac s'est lancé, donc Tobin, qui était supposé être le parrain intellectuel, avait dit « mais moi je suis économiste, donc je suis contre le protectionnisme ». Or aujourd'hui, ce discours a du mal à passer. Eh bien, vous verrez tout ça dans moins d'une heure avec la chef économiste du FMI, invitée de Good Morning Business. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.